Bienvenue sur les Success Stories genevoises, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui façonnent l'économie et l'innovation à Genève et parfois bien au-delà. Ce format est à retrouver en audio sur Spotify, Apple Podcast et en vidéo sur YouTube. Bonne écoute. Jérémy Girard, bonjour et bienvenue. Tu inaugures notre série sur les Success Stories genevoises et pour cause parce que tu es le cofondateur de l'entreprise Brio Maté, donc cette marque qui produit une boisson énergisante à base de maté. Tu as lancé ça en 2019. C'est ça. Et c'est présent aujourd'hui en Suisse, en France et au Royaume-Uni et aussi aux Émirats Arabes Unis, c'est ça? C'est ça, à Dubaï et à Doha. Excellent. Alors du coup, tu as lancé Brio Maté. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de ce projet? Comment tu t'es lancé dans ce secteur? Pourquoi? Le comment? Oui, écoute, bonjour Mathéo, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, en fait, Brio, donc c'est un energy drink en fait 100% naturel à base de yerba maté. Et en fait, donc nous on est 3 cofondateurs, donc avec Christian et Julien, on s'est rencontrés à l'université et on a vu qu'en fait dans tous les produits, en fait, ça se redirige vers le sain, vers le naturel, sauf les energy drinks. Et nous, en fait, on a rencontré le maté à Berlin, où en fait j'ai étudié, d'où Christian est originaire, et on s'est dit en fait on pourrait faire un energy drink à base de yerba maté. Et donc vous êtes 3 au total, avec tes 2 associés, donc Julien Baudry et Christian Gogas. C'est ça. Là-dessus, est-ce que c'est plus facile de lancer une entreprise à 3 ou comment ça se passe à ce niveau-là? C'est sûr que dès qu'on est plusieurs, il faut faire des compromis. L'avantage, c'est qu'on est 3, donc on a un chiffre impair, donc quand on va faire un vote, il y a toujours une décision qui tranche à la fin. Mais c'est vrai qu'être en équipe, ça aide. Parce que d'être tout seul en fait au quotidien, c'est pas facile. Donc d'être en équipe, c'est quelque chose que je conseille fortement pour lancer une start-up. Après, je réfléchirai à 2 fois avant de lancer ça avec un ami d'enfance, un proche ou un partenaire. Parce que c'est vrai que d'être au quotidien avec eux, comme dans toute relation, ça crée aussi des conflits ou des compromis à faire. Ça que j'allais te dire un peu, la vie à 3, des fois. C'est ça. Donc il y a des avantages et des inconvénients, mais de manière générale, c'est mieux de se lancer en équipe, effectivement. Et ça s'est fait directement à 3 ou il y en a un qui a lancé l'idée qui a amené après ces 2 compères avec lui? Non, alors en fait, on était vraiment les 3. Donc, on a étudié ensemble à la London Business School. Déjà à l'époque, on brainstormait différentes idées. Et ensuite, c'est quelques années après que l'idée est venue et qu'on a lancé ce projet ensemble en commençant par la Suisse. Et au niveau de l'entrepreneuriat, donc voilà, toi, tu es un chef d'entreprise. L'aventure entrepreneuriale, on sait, il y a des hauts, mais il y a aussi des bas. Là-dessus, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as géré ces phases? Justement, tu étais peut-être pu te reposer sur tes coéquipiers. Effectivement, hein, l'entrepreneuriat, c'est vraiment des hauts et des bas, surtout des bas. Donc la première chose, c'est quand il y a des hauts, il faut les prendre, il faut les apprécier et les prendre. C'est aussi ça qui nous tire vers l'avant. Et ensuite, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, ma famille est très entrepreneur, mes 2 parents sont entrepreneurs, mes 2 sœurs également. Donc, j'ai eu beaucoup d'encouragement de leur part, de ma fiancée aussi. Donc, c'est vrai que d'être bien entouré par ses amis, ça aide énormément et c'est aussi un état d'esprit. Moi, j'ai fait pas mal de sport dans le passé, notamment du hockey sur glace au Genève Servette. Et en fait, c'est un état d'esprit qu'on a, que ça soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat. En fait, on se prend des coups, il y a des hauts et des bas, mais il faut continuer de se battre et aller de l'avant. Comment tu fais pour rebondir? Alors, qu'est-ce que tu te dis en tant qu'ancien sportif? Qu'est-ce que tu te dis alors quand tu as passé des moments difficiles, j'imagine? C'est ça. En fait, on sait que c'est pas facile. Après, en fait, il y a un but pour lequel on travaille au quotidien. Comme dans le sport, en fait, tous les jours, il y a des sacrifices à faire, il y a du travail à faire. Et en fait, se lever le matin, c'est pas comme dans une entreprise où il y a quelqu'un qui nous attend à 9 h. Moi, je pourrais faire la grasse matinée tous les jours jusqu'à midi, personne ne va rien me dire. Et en fait, il faut se lever, il faut avoir la discipline pour se lever le tôt, travailler et en fait, tirer à la fois donc nous vers le haut et aussi, lorsqu'on a une équipe qui grandit, tirer l'équipe, malgré les moments difficiles, en fait, tirer l'équipe vers le haut. Les moments difficiles, mais aussi de doute. Comment tu fais face aux doutes? C'est très difficile. Je pense que c'est vraiment en fait le but à la fin qui nous tire vers l'avant, le lifestyle, l'innovation, le fun, le thrill de l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'au début, on ne savait pas si on allait survivre mois par mois. Donc au début, c'est vraiment, on prend un mois après l'autre et on sait que ça peut se finir à tout moment. Il y a plein de fois où on a hésité à s'arrêter. Il y a des jours où tous les matins, il y a des périodes où tous les matins, on se dit, mais en fait,
pourquoi on fait ça? Est-ce qu'on pourrait pas juste arrêter? Surtout que, on va en parler après, j'imagine, mais en Suisse, il y a plein d'autres opportunités. Donc, le coût d'opportunité de l'entrepreneuriat est très élevé. On se dit, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Surtout que Brio, pour l'instant, on est encore en vie. Mais en fait, quand je compare à d'autres startups qui ont commencé en même temps, notamment avec l'incubateur, en fait, on est les seuls qui avons survécu. Ouais, c'est ça Tout sacrifier sans savoir si ça va payer, c'est ça qui est très difficile mentalement. Ouais. ouais, c'est à peu près l'âge de survie d'une entreprise, 5-6 ans. Enfin, il y a un taux de survie qui est très très bas. Le plus gros code, c'est déjà au lancement. Il y a plein de gens qui ont des idées qui ne se lancent pas. Donc, je pense que 90% des gens, l'idée, elle n'arrive même pas. Ensuite, après une année, il y a un gros code. Après 3 ans, il y a aussi un gros code. Puis maintenant, 6-7 ans, on voit qu'il y a aussi un... Donc, pour l'instant, on a survécu. On ne sait pas si on va survivre. Donc, on prend, ça se développe bien. Mais on ne sait jamais. Alors, ça, c'est encore l'entrepreneuriat. On ne sait jamais comment le futur sera. C'est ça qui est beau aussi, je pense. Tu as parlé d'entourage. Là aussi, vous avez eu des rencontres. J'ai vu sur votre site, vous avez Johan Jourou, qui est un de vos ambassadeurs là-dessus. Comment ça s'est fait? Comment on approche Ouais, c'est un ancien international tout à fait. Donc, il y a de l'UB Suisse. Comment tu as fait pour l'approcher? Il y a eu énormément de rencontres. Hein. C'est vrai que moi, je ne crois pas à ce que les gens appellent le self-made man. On a beaucoup de gens qui nous ont aidés, qui soient en fait sous les spotlights comme Joe ou qui soient en fait dans les ombres à nous aider. Donc, je remercie toutes les personnes qui nous aident au quotidien, même si c'est juste parler de Brio dans la rue ou alors des gens qui nous ont beaucoup aidés. Et c'est clair que Johan, c'est un gros plus pour nous. En fait, on l'a rencontré à travers un contact qu'on avait en commun et c'est un super ambassadeur pour nous. C'est vrai que international suisse, il a joué à Arsenal au Royaume-Uni, il était commentateur sur la RMC en France. Il réunissait vraiment tous en fait, les points géographiques de Brio, mais surtout, en fait, c'est une super effigie pour la marque. Il est souriant, il est sympa, il est dynamique. On ne pouvait pas arriver mieux comme ambassadeur. Donc, ambassadeur, mais est-ce qu'il est aussi investisseur? Oui, il rejoint vraiment en fait, l'équipe en tant qu'ambassadeur dans l'aventure. Ouais. Sorte de business angels, on appelle ça. En quelque sorte, en plus en tant qu'ambassadeur, exactement. Alors justement, est-ce que vous avez levé des fonds, j'imagine? Comment ça s'est fait? Enfin déjà, peut-être que non, mais est-ce que vous avez levé des fonds et comment ça s'est fait alors à ce niveau-là? C'était difficile? Alors oui. Alors oui, il y a deux questions. Oui, on a levé des fonds et oui, c'était difficile. C'est vrai que de manière générale, lever des fonds, c'est toujours difficile. Dans toutes les startups, c'est facile pour personne. Mais en plus, à Genève, en fait, c'est vrai que c'est particulièrement difficile de lever des fonds. Ça dépend aussi de comment est-ce qu'on caractérise en fait l'entrepreneuriat. Donc, il y a l'entrepreneuriat classique où en fait là, on peut, en fait une croissance, une activité rentable avec une croissance en fait stable qui peut être autofinancée ou alors avec un crédit des banques. Et donc ça, on a des banques qui financent ce genre d'entreprise. Les entreprises, elles financent que en fait, lorsqu'on n'a plus besoin d'argent, en quelque sorte. Donc l'autre type d'entrepreneuriat, en fait, c'est les startups, les start-upers. Et ça, c'est tout le contraire. Donc il y a du risque, et c'est pour ça qu'il faut approcher en fait du capital risque, des VC, des business angels. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait. On a eu quelques investisseurs locaux, donc ça, Genevois. Mais la majeure partie vient en fait d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie. Parce qu'en fait, le mindset de ces investisseurs est complètement différent. C'est vrai que les investisseurs genevois notamment, en fait, ont fait leur fortune, soit ils l'ont hérité, mais ils ont fait leur fortune de manière relativement défensive, sans prendre trop de risques. Et en fait, ils sont très risque-averses. Contrairement à des entrepreneurs américains, certains entrepreneurs européens ou asiatiques qui, eux, en fait, sont passés par les mêmes stades en fait, de start-up. Ils ont pris des risques et ils savent que ça paye. Donc, c'est vrai qu'on parle parfois à des investisseurs qui nous demandent plein de données, ils sont très risque-averses. Et on a d'autres investisseurs en Asie qui comprennent qu'en fait, on doit lever des fonds, dépenser énormément en vente et en marketing, et nous encouragent même à le faire, en fait, c'est fail fast. En fait, c'est soit on réussit, soit ça passe, soit ça casse. Il y a un problème de mentalité. On est plus prudent ici, c'est à Genève. Plus prudent, exactement. Et tu l'as remarqué aussi, outre Sarine, en Suisse alémanique, c'est pareil ou pas? Bon, nous, on est un peu moins présent en Suisse alémanique. C'est vrai que la Russie Graben, elle est quand même très présente. C'est ce que là, cette énergie avec la France et la Suisse romande, on peut avoir les mêmes réseaux sociaux parce que c'est la même langue. Il y a aussi plus de compétition sur le maté outre-Sarine. Donc, c'est vrai qu'on se focus aujourd'hui sur la Suisse romande, la France et le Royaume-Uni. Mais en termes de levée de fonds, est-ce que la France, c'est plus facile là-bas aussi pour lever des fonds? Oui. Alors,
à la fois pour lever des fonds et aussi, en fait, l'État et les banques aident plus les entreprises. Un exemple, c'est aussi typiquement le chômage. Donc, mon cofondateur, lui, il a pu être au chômage lorsqu'on ne gagnait pas encore d'argent. Alors qu'en Suisse, c'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose qui est génial. Parce que oui, c'est un coût, en fait, parce que un coût pour l'État. Mais maintenant, on a une vingtaine d'employés qui sont rémunérés, on crée de l'emploi. Donc ça, c'est aussi quelque chose, c'est un gros pari. Ouais. Et aussi, lorsqu'on approche les banques, elles sont aussi, elles aident plus les entreprises plus jeunes, on va dire. Et ça, cet aspect-là, qu'on est un peu plus gentil avec vous à l'étranger, est-ce que ça a émis une idée dans votre tête de vous dire, est-ce qu'on on délocalise notre entreprise dans ces zones-là? Enfin, est-ce que cette réflexion, elle s'est faite à un moment où on se dit, bon, bah, on est plus généreux ailleurs, allons voir ailleurs? On se pose la question très vite, hein. Surtout que en Suisse et à Genève notamment, en fait, il y a le coût de la vie qui est énorme. Donc, à la fois pour les loyers, à la fois pour les salaires. Et il y a aussi un coût d'opportunité qui est énorme pour un start-upper. Le coût d'opportunité, c'est qu'en fait, au lieu de lancer Brio, j'aurais pu aller travailler pour une grosse entreprise à Genève, une entreprise internationale, une banque, et en fait, gagner beaucoup plus que ce que je gagnais au début. Donc, c'est vrai que ça, c'est difficile. Et il y a aussi la culture en fait, qui est complètement différente. Pour avoir habité un petit peu à Paris, à Londres, à Hong Kong, à Shanghai, à Bangkok, c'est vrai que dans d'autres villes, notamment à Berlin, tout le monde travaille dans des startups, essaye de lancer des startups. C'est un peu plus ce mindset à l'américaine où les gens essaient de faire. Alors que à Genève notamment, en fait, c'est un peu presque mal vu et ils disent mais pourquoi est-ce que tu fais ça et tu vas pas prendre un grand salaire dans une banque ou une grosse entreprise? Alors, qu'est-ce que tu changerais? Enfin, allons droit au but, mais du coup, pour changer ce mindset, comme tu dis. C'est très difficile, hein. C'est vraiment tout un écosystème à créer. Moi, je dis pas qu'il n'existe rien à Genève ou en Suisse romande, hein. Il y a des choses qui aident, mais en fait, c'est plus qu'en regardant à Paris, où notamment on est très présent, il y a une station F. En fait, c'est vraiment un écosystème où les startups, les scale-up, en fait, rencontrent les investisseurs, les business angels, les VC, les PI, les institutions et l'État est aussi beaucoup plus présent. Il y a aussi des gros événements. Voilà, un petit peu comme le salon de l'auto qui est extrêmement connu très connu à Genève. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un énorme salon d'innovation à Genève comme il y a dans certains endroits en Europe ou en Asie qu'on n'a pas? Et en fait, ça créerait de l'enthousiasme en fait, pour ça, non seulement pour le côté financier, mais aussi en fait dans le mindset et pourra créer en fait vraiment Ce réseau, enfin, ce réseau, l'écosystème. c'est ça. Tu as parlé du rôle de l'État, enfin, là-dessus, aujourd'hui, on pourrait faire mieux, si je t'entends bien. Oui, je dis une fois de plus, je dis pas que l'État fait rien, mais par contre, quand on compare à d'autres pays, c'est vrai que c'est pas du tout pareil. Il y a aussi, en fait, encourager des interactions entre les universités, les entreprises, les polytechniques qu'on a à Genève. Donc, ça existe déjà, notamment en biotech, dans certains secteurs, peut-être moins dans d'autres secteurs, qu'il y a notamment à Shanghai, les universités. Évidemment, toute la politique est différente, c'est un autre pays, je ne veux pas dire c'est mieux, non, tout à fait. Mais en tout cas, pour l'entrepreneuriat et pour le financement, l'État participe énormément. Et même en France, ils encouragent ça drastiquement. L'entreprise, donc Biomaté, vous êtes des jeunes voix, mais vous vous développez bien plus, en tout cas à l'étranger, c'est ce que tu me dis. Est-ce que ça veut dire que tu crées plus d'emplois à l'étranger aussi? Malheureusement, c'est vrai qu'on n'est pas tous genevois. Moi, je suis le seul genevois. Julien est parisien et Christian est berlinois. Donc, Mais l'entreprise était de base a commencé à Genève. Voilà. D'ailleurs, plein d'entreprises, même des grosses, font des tests dans le F&B, le food and beverage en Suisse, parce que c'est un marché qui est très divers. Donc à Genève, il y a 45% d'étrangers, 75 sur 3 générations. Il y a 4 langues. Il y a des gens qui habitent à la campagne, à la montagne, en ville. Donc c'est un très bon marché d'Est. Nous, on a eu des opportunités en Suisse. C'est pour ça qu'on s'est lancé ici. D'accord. Mais pour certaines raisons que j'ai déjà invoquées, le coût de la vie, mais c'est aussi l'opportunité. Tout simplement parce que le marché est beaucoup plus grand en France et au Royaume-Uni. Mais donc là, aujourd'hui, vous avez plus d'employés? Oui, 90% de nos employés sont en dehors de la Suisse. Ouais. Et ça, c'est lié à le coût de la vie. Quand tu parles pour la production, par exemple, c'est parce que les loyers ici sont trop chers, ou bien? Alors, donc là, je parle de l'équipe, pas forcément de la production. La production, on a une production suisse, donc on ne produit pas à Genève, c'est un petit canton avec une grande densité, donc il n'y a pas des énormes entreprises, c'est une usine. On produit dans le Valais, donc à Vétro, on a une super usine, on produit pour le marché suisse en Suisse. Et ensuite, on a aussi des usines en France et en Autriche
pour nos autres marchés. Donc, c'est plus économique, c'est plus écologique. Non, très bien. Et mais au niveau des employés, la répartition, alors, c'est... On est 90% en France. Et ce qui bloquerait qu'ils soient ici, c'est donc, tu devrais le résumer comment? Pourquoi ils seraient pas à Genève? Alors, le coût d'un employé, en fait, ça coûte beaucoup plus cher en Suisse, et aussi, en fait, des opportunités. C'est-à-dire que le marché est beaucoup moins grand, donc on a moins de territoire à couvrir, on a moins de marché, on a moins de magasins à visiter. C'est vrai qu'une grosse partie de notre équipe, c'est notre force commerciale qui va visiter les magasins, et on a tout simplement beaucoup plus de magasins de proximité, de supermarchés et d'hypermarchés en France qu'en Suisse. Pour donner des chiffres, Migros, c'est 400 points de vente en Suisse romande. En France, il y a un moment donné, on ouvrait 100 points de vente par semaine. Ah ouais, par semaine. Par semaine, en fait. Donc, en fait, c'est beaucoup plus... Le marché, c'est notre échelle, exactement. Effectivement, mais là-dessus, toi, du coup, pour expliquer les points faibles de Genève, donc ça, tu le résumerais aussi avec ce manque de réseau. Est-ce qu'il y aurait aussi la volonté d'attirer plus de... Enfin, qu'il manque des VC aussi ici, ou c'est... Complètement. C'est vrai que nous, on a parlé à presque tous les VC européens pour leur présenter le produit. Et il y en a quelques-uns en Suisse, quelques-uns à Zurich, à Genève, pour les VC, et surtout FNB qu'on approche. Mais c'est vrai qu'ils sont moins présents à Genève. Donc à Genève, c'est un énorme hub financier. Donc ça, évidemment, c'est surtout du wealth management, de l'asset management, du private equity, mais un petit peu moins de venture capitaliste. Est-ce que la fiscalité joue un rôle là-dessus, tu penses? Potentiellement, c'est aussi parce qu'il y a moins d'entreprises locales, c'est aussi un état d'esprit qui est différent, mais c'est vrai que Mais pour les entrepreneurs, alors pour les entrepreneurs, tu sais, la taxation de l'outil de travail, par exemple. ouais, c'est ça. Je sais pas, pour les startups, je pense pas que c'est la raison majeure, parce qu'à notre échelle, notre étape en tout cas, on préférerait aller dans un hub, ou même en France, où en fait la fiscalité n'est pas du tout aussi attrayante, mais en fait d'être dans un hub qui pousse l'entreprise en fait plus loin. Voire après peut-être juste faire une étape pour ensuite se délocaliser, aller aux États-Unis ou aller dans d'autres hubs. Mais je pense pas qu'à ce stade, ça fait ça. À un autre stade, Alors c'est ça, quand tu es plus gros. alors là, oui, du coup, ça devient une autre question. C'est aussi ça que les gens ne réalisent pas, c'est qu'en fait, les entreprises aujourd'hui sont très mobiles. Moi, personnellement, j'ai pas envie de partir. Je suis genevois, je suis attaché ici. Mais en tant que brio, si on doit partir, en fait, c'est facile de le faire. Et c'est ça que les gens ne réalisent pas forcément, c'est que toutes les entreprises qu'on a à Genève, ça apporte énormément à l'économie locale. Et en fait, ces entreprises, elles peuvent partir. Moi, j'ai vu, pour avoir habité en Asie, c'est très facile de se délocaliser là-bas. Les entreprises peuvent le faire. Dubaï, où on est présent aussi, c'est très attractif aujourd'hui. Et il faut faire attention avec toutes les votations. Les gens parfois voient trop le court terme ou trop en fait le petit Genève, alors qu'il y a un grand Genève, il y a une Genève internationale sur laquelle il faut se concentrer. Tu trouves que les gens sont pas assez sensibles, enfin, on n'est pas assez sensibilisé à ces risques-là, ou on reste sur les acquis aussi, que Genève restera toujours... Moi, je pense que c'est juste un manque, éducation, c'est peut-être un grand terme, hein, un manque de connaissances, les gens ne réalisent pas forcément. Moi, j'entends les arguments lorsque les gens disent il faut taxer plus les gens, il faut toutes ces grosses entreprises, elles pourraient rapporter énormément. En fait, c'est une vision à court terme. En fait, à long terme, les entreprises, elles partent. Et en fait, c'est énormément d'emplois, c'est énormément en fait, d'externalités positives, des niveautés du business, genre, les gens prennent le taxi, ils mangent au restaurant, ils créent d'autres emplois. Donc ça apporte énormément, et ça, c'est vraiment la beauté de la Genève internationale. Moi, je crois qu'au XXe siècle, Genève a une place majeure dans le monde, et il faut la garder dans le futur. Je ne pense pas qu'on va garder on n'avait pas de monopole, mais Non, bien sûr. il y a d'autres hubs qui se créent en Asie, au Moyen-Orient, mais il faut rester parmi ces hubs importants, et j'ai espoir que ça se fasse bien. Mais c'est vrai qu'il faut réaliser ça à la fois au niveau des autorités et à la fois au niveau de la population, parce que c'est vrai que c'est nous qui votons très souvent ce genre de sujet. Et sur le plan économique, ça se passe comment pour Brio Maté aujourd'hui? Ça se passe bien. Honnêtement, c'est le jour et la nuit. Donc, c'est vrai que les marges, en fait, c'est la plus grosse différence en fait, entre nos débuts et maintenant. C'est vrai que les gens ne réalisent pas forcément qu'en fait, il y a des barrières à l'entrée qui sont énormes. En fait, il n'y a pas du tout de barrière à l'entrée. Les gens ont l'impression qu'on peut juste faire une boisson dans la cuisine et la développer, la vendre sur le marché, ce qui est absolument vrai. Ce qui explique qu'il y a aussi beaucoup d'innovation dans le monde de la boisson. Les gens amènent des nouvelles boissons, notamment aussi dans les bières. Il y a plein de micro-brasseries en fait, qui se créent. Et en fait, c'est très facile. Vous faites la bière ou vous faites la boisson chez vous et vous pouvez la lancer sur le marché. Par contre, ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'il y a une énorme barrière d'entrée
pour avoir un succès à plus grande échelle, en fait, c'est la marge et le coût de production. C'est pour ça que toutes les boissons un petit peu artisanales, elles sont toutes très chères et c'est impossible, en fait, de rivaliser avec des grosses entreprises qui sont déjà là depuis des dizaines d'années. Et donc, nous, en fait, la grosse différence, c'est que lorsqu'on a commencé, on avait un coût, on avait des petits volumes, donc le coût était très élevé. Et en fait, on vendait enfin, le Brio nous coûtait plus cher que ce qu'on le vend aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le jour et la nuit. Et ça, en fait, c'est expliqué par l'économie d'échelle. Donc, on a commencé avec des producteurs où on avait donc on externalise notre production, comme la plupart, même les leaders dans les energy drinks, externalisent leur production. Et ce qui permet en fait de moins investir dans le CAPEX, c'est-à-dire qu'en fait dans les machines. Et tout simplement, lorsqu'on grandit, en fait, au lieu d'investir dans une machine qui serait obsolète très rapidement, on peut juste grandir en changeant de producteur. Et en fait, les premiers partenaires avec qui on travaillait nous faisaient 1000 bouteilles à l'heure. On est passé à 4000, 10 000, 25 000. Et maintenant, on a un producteur qui nous fait même 90 000 canettes à l'heure. Donc, c'est 1500 canettes à la minute. Et en fait, ça permet d'avoir des économies d'échelle et d'aller concurrencer en fait les géants de l'energy drink. Parce qu'en fait, avec les coûts de production qu'on avait au tout début, où effectivement tout le monde peut rentrer, c'est impossible d'aller se battre en fait contre les gros. Ouais, mais comment changer, trouver l'endroit qui peut... Alors ça, il y a plein de sites de production, hein. Donc que ça soit en Suisse, en France, en Europe, de manière générale, en fait, il y a des prestataires qui font. Et pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas avec ces gens ou pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait de la canette dès le début? C'est parce qu'en fait, les quantités minimum de production sont beaucoup trop élevées. Au début, on fait 1000 bouteilles. Donc quand on nous dit c'est 250 000 minimum, on est là, c'est impossible en fait. Mais ouf. Ouais, c'est ça, on les met où? Moi, on stockait dans le garage de mes parents. Donc, on ne peut pas stocker 250 000 canettes dans leur garage. Alors, c'est vrai que c'est toute une question d'économie d'échelle et c'est ce qui permet en fait à tout le monde de se lancer, mais pas à tout le monde d'aller se battre contre les gros. Et c'est pour ça que c'est essentiel en fait, de lever des fonds avec des business angels ou des VC pour permettre en fait de financer ce BFR, le besoin de fonds de roulement où il faut payer les canettes pour les vendre par la suite. Et à Genève, vous êtes distribué dans quel magasin? Donc, on est disponible en ligne déjà sur notre site internet où on livre directement chez vous en moins de 2 jours. Et ensuite, on est aussi disponible dans les commerces locaux. Donc, on est à la Migros, on est chez Manor et dans différents petits commerces à travers toute la ville. Ça, c'est difficile, non, d'être commercialisé par ces gros magasins? Oui, c'est vrai que c'est pas facile. Donc, pour les commerces locaux, il faut y aller personnellement. Donc, je prenais mes bouteilles, j'allais présenter, enfin, je vais toujours présenter au commerce, faire les tests. Et pour, en fait, les grands groupes, c'est une autre histoire. Tout simplement, Migros, j'ai commencé en allant à la caissière de ma Migros, qui m'a introduit au chef de rayon, qui m'a introduit au chef du magasin, qui m'a introduit à l'acheteur, qui m'a dit non 3 fois, et qui après, en fait, lorsqu'on a amélioré le produit, nous a finalement dit oui. Et en fait, ils ont eu confiance en le produit et ça se passe très bien chez eux. Donc, on est très contents et on les remercie. Et maintenant, c'est une autre histoire. On avait une introduction, on s'est dit ça va très bien marcher, ça va être facile. Pas du tout. Donc, on n'a pas réussi à parler à l'acheteur et en fait, ça s'est fait autrement. C'est ils nous ont vus sur les réseaux sociaux. Ils ont vu qu'on faisait un super job sur les réseaux sociaux et ils nous ont dit est-ce que vous voulez être référencé chez nous? Et donc là, je leur ai dit bah oui, ça fait longtemps que j'essaie de vous contacter, j'arrive pas, mais grâce aux réseaux sociaux, ça marche. Donc ça montre aussi que Ils sont venus, parce qu'ils ont vu en fait des collabs qu'on a fait et des posts qu'on a fait sur Instagram. Et en fait, ils nous ont contactés sur Instagram pour venir. Donc ça, ils sont aussi très proactifs pour l'innovation, pour lancer à ce niveau-là. Maintenant, ils sont très... Et Migros testait alors? Ou j'ai mal compris quand ils vous Oui. rencontré 3 fois? Alors, voilà, on les a rencontrés, on leur a présenté, ils nous ont dit non, on n'aime pas, et on n'est aussi pas parfait à l'époque, on avait un produit qui n'était pas bien. Et en fait, chaque fois, on a amélioré le produit petit à petit avec les retours de la Migros, le retour des consommateurs. Par exemple, on n'avait pas de bouchons à vis, des bouchons à capsule, donc ça, on l'a amélioré. Et au petit à petit, ils ont aimé les améliorations et maintenant, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec eux. Mais il n'y avait pas des prérequis. Enfin, vous devez vendre vous devez nous fournir tant de canettes, de bouteilles. Alors oui, il faut avoir la capacité de production qu'on avait. Donc ça c'était fait. Et après, il faut performer au magasin. Dans toute la grande distribution en général, ils sont très sévères. C'est-à-dire qu'ils donnent une chance, mais parfois, de certaines enseignes, après 4 mois, ils sortent en fait les produits. Donc c'est un monde très dur où aucun cadeau sont faits. Toutes les places doivent être méritées. Ouais. Bon, là, vous êtes toujours là depuis combien de temps, t'as dit, à la Migros? Alors, je sais plus exactement, mais ça va faire 3-4 ans que maintenant on vend à la Migros. Ouais. Ça se passe bien, on est très contents, donc on les remercie et les consommateurs qui boivent du Brio. Les concurrents de Genève aujourd'hui, quelle ville te vient en tête très vite?
Alors, les nouvelles villes, hein, parce que c'est vrai que toutes les villes américaines, les villes européennes étaient déjà là avec Genève avant, mais c'est vrai que les hubs qu'il n'y avait pas avant, c'est les hubs en Asie, au Moyen-Orient. Donc, avoir habité à Dubaï, donc à Dubaï, il y a aussi Doha, il y a l'Arabie Saoudite qui va arriver très vite parce qu'ils ont énormément d'argent et ils veulent investir. On voit avec la Coupe du Monde, enfin, ils utilisent la Coupe du Monde comme publicité, mais ça marche bien. Doha, personne ne savait mettre ça sur une carte avant la Coupe du Monde, hein, tout le monde sait où c'est, donc c'est une bonne publicité. Dubaï fait un très bon job. Après, il y a des valeurs, on est d'accord, on n'est pas d'accord, personne n'est parfait, mais ça crée des nouveaux hubs pour certaines entreprises. Et alors que il y a même une dizaine d'années, lorsque j'étais à l'université, personne ne voulait aller à Dubaï. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se délocalisent là-bas parce que voilà, il y a des opportunités, il y a plein de choses. Pareil à Singapour. Et moi, j'aime beaucoup la Chine. Il y a une fois de plus plein de points négatifs, mais ils sont aussi en train de grandir fortement. Et je pense que des Shanghai, Hong Kong, Hangzhou, c'est tout des villes qui vont prendre la place dans le futur. Donc, Et on vous a démarché? Est-ce que ces places économiques viennent vers vous? alors, Venez. nous, à notre échelle, pas forcément. Pour être honnête, on est trop petits pour être démarchés. Par contre, nous, en tant que fondateurs, pour y avoir habité, c'est vrai que nous, notre mindset, c'était d'approcher le marché asiatique. Après, on a un petit peu pivoté en se concentrant sur l'Europe d'abord, mais c'est vrai que ça a toujours été dans notre tête. Et c'est aussi comme ça au début où on s'est dit, les Asiatiques, ils aiment le thé vert. Pourquoi est-ce qu'ils n'aimeraient pas le maté? Est-ce que concrètement, l'entreprise, donc aujourd'hui, elle a son siège à Genève, ça pourrait changer? Ça, dans le conditionnel, ça pourrait, oui, il n'y a rien qui nous empêche de changer, c'est ça. Donc, moi, je souhaite que ça ne soit pas le cas, mais on pourrait changer très facilement. Une petite anecdote que tu pourrais nous raconter un peu pour calmer ce climat un peu qui est un peu plus désagréable pour Genève, là-dessus que tu aurais eu et qui pourrait intéresser, un conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, Ouais, qui est parti, voilà, étudiant, tu as commencé en études. en fait, les gens, ils voient que les grandes entreprises et ils réalisent pas qu'en fait, ça commence par juste un tout petit pas. En fait, nous, on a vraiment développé ces recettes dans la cuisine de mes parents. En fait, on a fait des tests, on a vraiment fait en fait des infusions avec des feuilles, comme les gens font un thé à la maison. Après, il faut tout marquer et ensuite, bah, évidemment, on travaille avec des laboratoires, on fait de la R&D pour scale up. Mais en fait, la production, c'est vraiment juste un sachet de thé qui va dans une énorme cuve. Donc, c'est des cuves de 20 000 litres et c'est des très grands sachets de thé. Mais en fait, au début, tout commence vraiment dans la cuisine et on a vraiment tout fait à la main. Donc, les gens, quand ils voient les grosses marques, ils réalisent pas forcément. Enfin, nous, on n'est pas une grosse marque, mais une marque établie. En fait, ils disent waouh, il y a tellement d'étapes. Et en fait, il faut juste commencer. Et c'est ce que je disais. Mais le premier pas, Ces premiers pas, voilà, c'est là, 90% d'échecs, ils se passent en fait au premier pas. à Genève, par exemple, on nous conseille bien au tout début. Comment tu trouves cette histoire, ce fait-là? Par exemple, quand on est étudiant, est-ce qu'on nous conseille bien de se lancer dans l'entrepreneuriat ou Alors, c'est deux choses différentes. Est-ce qu'on conseille et nous encourage à se lancer dans l'entrepreneuriat? Je dirais que non. C'est en train de changer, parce que je parle aussi régulièrement avec les professeurs d'université, c'est en train de changer le mindset. De plus en plus, les gens veulent faire de l'entrepreneuriat, comme en Allemagne, comme aux États-Unis. Mais par contre, j'ai eu toutes les informations qu'il fallait. Donc, c'est vrai que quand on a envie, c'est pas compliqué. Il y a plein d'entreprises, que ce soit au niveau légal, pour de la production, pour du marketing, pour de la vente. Quand on cherche, on trouve, on est renseigné. Et donc, je pense que c'est aussi une des forces de Genève, hein, d'avoir toutes ces informations, ce savoir, ces services qui sont chers, mais efficaces. au niveau administratif, hein, c'est ça que tu dis? C'est ça, donc c'est facile. Et si tu pouvais changer une chose à Genève pour les entrepreneurs, pour qu'on soit un endroit adapté pour l'innovation et pour les entrepreneurs, qu'est-ce que ça serait? Il n'y a pas de baguette magique qui peut tout changer, mais moi, je pense qu'une chose qui pourrait faire effet boule de neige, c'est vraiment de créer un énorme hub. Il y a quelques petits hubs à Genève, hein, qui essaient de se lancer, mais rien de la taille d'une station F à Paris. Tout le monde en parle, c'est connu à l'européenne, ils reçoivent des événements et en fait, avoir un hub à Genève pour l'innovation, ce serait génial. Où les entrepreneurs, donc les startups, les scale-up, aussi les entrepreneurs un peu plus classiques pourraient se réunir, avoir des locaux pour travailler, parce que ça, c'est vrai que ça coûte très cher en fait d'avoir des locaux. Et ensuite, où en fait les investisseurs, que ce soit des business angels, des VC, des institutions financières plus élevées ou aussi donc de l'État, viendraient et en fait ça créerait vraiment des dynamiques. C'est vrai que les gens sous-estiment un petit peu. C'est vrai que d'aller jouer au baby-foot, au ping-pong, en fait avec la startup d'à côté ou la personne qui joue au VC, ça paraît anodin, mais en fait, il y a vraiment des synergies qui se créent. Créer vraiment des présentations, des gros événements, attirer en fait aussi des gens de l'étranger.
Parce que c'est aussi ça qui attire en fait les grandes villes. Quand les investisseurs ils vont à Londres parce qu'il y a des événements. Des congrès, Enfin des congrès, mais liés à quel domaine? C'est ça, à tous les domaines, à l'innovation de manière générale. En fait, il y a des gros hubs, des grosses présentations, et en fait, les gens sont plus mobiles et ils n'ont pas forcément en fait d'incitation à venir à Genève pour investir et pour innover à Genève. Ouais. Très bien, écoute, Jérémy, je te remercie beaucoup pour ce témoignage et ton retour d'expérience. J'espère que ça va intéresser beaucoup de personnes qui oseraient, qui hésitent à se lancer, mais voilà, on a toujours le doute. Avec ton discours, tu as rassuré, et puis on te souhaite tout de bon pour la suite. Les prochaines étapes juste pour Bouillon Maté alors? Donc nous, on a plus de 3000 points de vente aujourd'hui. Notre target à court terme, c'est vraiment de consolider en fait cette position de challenger aux grands joueurs de l'energy drink et surtout en fait de devenir le leader de l'energy drink naturel en Europe. Et là, tu vas ouvrir des prochaines filiales ou pas? Enfin, comment? Alors, on a d'autres pays en ligne de mire. C'est vrai que pour l'instant, on se focus déjà sur la France et le Royaume-Uni. C'est vrai que ça a un certain coût de le faire. Et en fait, on veut déjà faire bien ce qu'on a, mais on a déjà des discussions en cours avec d'autres pays en Europe et ailleurs, effectivement. Trop bien, écoute, on te souhaite tout de bon. Super, merci beaucoup, c'est gentil, merci pour l'accueil. Retrouvez les Success Stories genevoises en audio sur Spotify, Apple Podcast et en vidéo sur YouTube. À bientôt!